Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le ciel était d'un gris morne, comme s'il présageait les événements à venir. Mon mari, Thomas, et moi étions en route vers la maison de ma belle-mère, Elisabeth. La voiture était chargée de nos affaires, principalement des vêtements de maternité et des livres sur la grossesse. Je caressais mon ventre arrondi, sentant les petits coups de notre bébé, ignorant encore le cauchemar qui allait bientôt commencer. « Tu es sûr que ça va aller, chérie ?» demanda Thomas, ses yeux quittant brièvement la route pour me regarder avec inquiétude. Je lui souris, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais réellement. « Oui, ne t'inquiète pas. Ta mère a été si gentille de nous proposer son aide. Je suis sûre que tout se passera bien. » Mais au fond de moi, une petite voix me mettait en garde. Je repoussais ces pensées, les attribuant à mes hormones de grossesse et à l'anxiété naturelle d'une future mère. Lorsque nous sommes arrivés, Elisabeth nous attendait sur le perron, un sourire plaqué sur son visage. Elle portait un tablier fleuri, comme si elle venait de terminer de cuisiner, et ses cheveux gris étaient tirés en un chignon serré. « Thomas, mon chéri !» s'exclama-t-elle, ignorant complètement ma présence alors qu'elle se précipitait pour étreindre son fils. Je restais en retrait, mal à l'aise, observant leur interaction. Ce n'est qu'après plusieurs longues secondes qu'elle se tourna vers moi, son sourire se crispant légèrement. « Et Marie, bien sûr. Entre, ma chère. Tu dois être fatiguée après ce long trajet. » Je la suivis à l'intérieur, Thomas portant nos bagages. La maison était impeccable, presque clinique dans sa propreté. Des photos de Thomas enfant couvraient les murs, mais je ne vis aucune image récente, aucune photo de notre mariage ou de l'annonce de notre grossesse que nous lui avions envoyée. « J'ai préparé la chambre d'amis pour vous, » dit Elisabeth, nous conduisant à l'étage. « J'espère que ce sera confortable. » La chambre était petite, à peine assez grande pour le lit double et une commode. Je remarquai qu'il n'y avait pas de place pour un berceau, mais je gardai cette observation pour moi. « C'est parfait, maman, » dit Thomas, déposant nos sacs. « Merci encore de nous accueillir. » Elisabeth rayonna sous les compliments de son fils. « Tout pour mon petit garçon, » dit-elle, pinçant affectueusement sa joue comme s'il avait encore 5 ans. Je vis Thomas grimacer légèrement, mais il ne dit rien. Les jours qui suivirent établirent une routine étrange. Thomas partait tôt le matin pour ses gardes à l'hôpital, me laissant seule avec Elisabeth. Au début, elle semblait distante mais polie, m'apportant des tisanes et s'assurant que je mangeais suffisamment. Mais je commençais à remarquer des choses troublantes. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine, je surpris Elisabeth en train de fixer mon ventre avec une expression que je ne pus déchiffrer. Quand elle remarqua que je l'observais, son visage se transforma instantanément en un masque de douceur maternelle. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chère ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinante de miel. « Bien, merci » répondis-je prudemment. Le bébé a beaucoup bougé cette nuit. Son sourire vacilla pendant une fraction de seconde. « Oh, vraiment ? J'espère que ça ne t'a pas trop empêché de dormir. » Thomas a toujours été un bébé si calme. Il ne me donnait jamais de soucis, même dans mon ventre. Je sentis une pointe d'irritation à cette comparaison, mais je me forçai à sourire. Chaque bébé est différent, j'imagine. Bien sûr, acquiesça-t-elle, mais son ton suggérait qu'elle n'était pas d'accord. Les jours passèrent, et je commençai à remarquer d'autres comportements étranges. Elisabeth semblait toujours apparaître quand je parlais au téléphone avec mes amis ou ma famille, écoutant attentivement mes conversations. Elle réarrangeait constamment les affaires du bébé que j'avais soigneusement rangées, prétendant aider mais créant en réalité plus de désordre. Un soir, alors que Thomas était de retour à la maison, j'essayai de lui en parler. « Chérie, » commençai-je doucement alors que nous étions dans notre chambre, « as-tu remarqué que ta mère agit un peu étrangement ?» Thomas fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Je pris une profonde inspiration. Elle semble, je ne sais pas, trop impliquée. Elle écoute mes conversations, déplace mes affaires. Et la façon dont elle te regarde parfois, c'est comme si... Comme si quoi ? Interrompit Thomas, sa voix soudain défensive. Elle essaie juste d'aider, Marie. Elle s'inquiète pour nous, c'est tout. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Je sais,
mais parfois j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas vraiment. Qu'elle ne veut pas vraiment de ce bébé. Thomas soupira, passant une main dans ses cheveux. Tu es fatiguée, chérie. La grossesse te rend émotive. Maman fait de son mieux pour nous. Essaie de lui donner une chance, d'accord? J'acquiesçai, refoulant mes larmes. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Le comportement d'Elisabeth devenait de plus en plus étrange, et j'avais peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Cette nuit-là, allongée dans le noir à côté de Thomas qui dormait profondément, je caressais mon ventre, murmurant des promesses de protection à notre bébé. Je ne savais pas encore à quel point ces promesses seraient mises à l'épreuve dans les mois à venir. Les jours s'écoulaient lentement dans la maison d'Elisabeth, chacun apportant son lot de petites agressions qui s'accumulaient comme des gouttes d'eau dans un vase déjà plein. Au début, c'était si subtil que je doutais de ma propre perception. Un matin, alors que je préparais mon petit déjeuner, Elisabeth entra dans la cuisine, son regard scrutateur parcourant mon corps. « Oh, ma chère, dit-elle avec un soupir exagéré, tu as vraiment pris du poids, n'est-ce pas? J'espère que tu fais attention à ce que tu manges. Ce n'est pas bon pour le bébé d'avoir une maman en surpoids. » Je sentis mes joues s'empourprer de honte et de colère. « Mon médecin dit que ma prise de poids est normale, répondis-je, essayant de garder une voix calme. Elle agita la main avec dédain. Les médecins d'aujourd'hui sont trop laxistes. De mon temps, nous faisions beaucoup plus attention. Ces commentaires devinrent une routine quotidienne. Chaque repas était accompagné de remarques sur mes choix alimentaires, chaque vêtement que je portais suscitait une observation sur ma silhouette changeante. Petit à petit, je commençais à douter de moi-même, à remettre en question chacune de mes décisions. Les accidents dans la cuisine commencèrent peu après. Un jour, alors que j'aidais Elisabeth à préparer le dîner, elle trébucha accidentellement, renversant une casserole d'eau bouillante sur mon bras. La douleur fut instantanée et intense. « Oh, ma pauvre !» s'exclama-t-elle, feignant la surprise. « Je suis tellement maladroite ces derniers temps. Viens, laisse-moi t'aider. » Elle m'emmena vers l'évier, tenant mon bras sous l'eau froide. Ses yeux, cependant, ne montraient aucune trace de remords ou d'inquiétude véritable. Ces incidents se multiplièrent, un couteau qui glissait mystérieusement vers moi sur le plan de travail, une porte de placard qui s'ouvrait brusquement sur ma tête, une distraction qui me faisait trébucher dans les escaliers. Chaque fois, Elisabeth était là, prête à m'aider, son visage un masque de fausse inquiétude. Mais ce qui me perturbait le plus, c'était la disparition inexpliquée des objets du bébé. Des vêtements que j'avais soigneusement pliés et rangés s'évanouissaient sans laisser de traces. Le petit ours en peluche que Thomas m'avait offert pour le bébé disparut de notre chambre. Même le livre de prénoms que je consultais régulièrement semblait jouer à cache-cache. Un jour, exaspérée, je confrontai Elisabeth à ce sujet. « Et Elisabeth, commençai-je, essayant de garder une voix calme, avez-vous vu le livre de prénoms que je gardais sur ma table de chevet? Je ne le trouve plus. » Elle me regarda avec des yeux innocents. « Un livre de prénoms? Je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit de tel, es-tu sûre de ne pas l'avoir rangé ailleurs? » J'en suis certaine, insistai-je. Et ce n'est pas la première fois que des choses disparaissent. Les vêtements du bébé, le petit ours? Elisabeth fronça les sourcils, son expression passant de l'innocence à l'inquiétude. « Ma chère, je m'inquiète pour toi. Le stress de la grossesse doit te jouer des tours. Peut-être devrais-tu en parler à Thomas? » Je sentis la frustration monter en moi. « Je ne suis pas stressée, je sais ce que je vois. » Elle posa une main sur mon bras, son toucher aussi léger qu'une plume mais aussi lourd qu'une chaîne. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer un peu? Je suis sûre que tout ira mieux après une petite sieste. » Cette nuit-là, quand Thomas rentra de l'hôpital, je décidai de lui parler. Nous étions dans notre chambre, loin des oreilles indiscrètes d'Elisabeth. « Thomas, commençai-je doucement, je pense qu'il y a un problème avec ta mère. » Il leva les yeux de son téléphone, fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire? » Je pris une profonde inspiration. Elle fait des commentaires blessants sur mon apparence, sur ma façon d'être enceinte. Et il y a eu ces accidents dans la cuisine? Je ne pense pas qu'ils soient tous accidentels. Thomas posa son téléphone, me regardant avec inquiétude.
Marie, tu ne penses pas sérieusement que ma mère te blesserait intentionnellement? Je ne sais pas, admis-je. Mais ce n'est pas tout. Des affaires du bébé disparaissent. Des vêtements, des jouets, même mon livre de prénoms. Je ne les trouve nulle part. Thomas soupira, passant une main dans ses cheveux. Chérie, tu es stressée. La grossesse peut parfois jouer des tours à la mémoire. Je suis sûre que ces objets sont quelque part, tu as probablement oublié où tu les as rangés. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Et tu ne me crois pas? Il s'approcha de moi, me prenant dans ses bras. Et bien sûr que je te crois. Je sais que c'est une période difficile. Mais ma mère nous aide beaucoup. Elle s'inquiète juste pour nous, c'est tout. Je me dégageai de son étreinte, la frustration et la colère montant en moi. Elle ne s'inquiète pas pour nous, Thomas. Elle s'inquiète pour toi. As-tu remarqué comment elle me regarde? Comme si je n'étais qu'une intruse dans sa relation avec toi. Thomas recula, son visage se fermant. Marie, je pense que tu exagères. Maman a toujours été protectrice, c'est vrai, mais elle veut juste le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous, répétai-je, incrédule. Elle me fait douter de moi-même à chaque instant. Elle critique tout ce que je fais. Ce n'est pas de la protection, c'est du harcèlement. Et tu es injuste, dit Thomas, sa voix devenant froide. Maman fait de son mieux pour nous aider. Je pense que tes hormones te font voir des choses qui n'existent pas. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mes hormones? Tu penses que j'invente tout ça à cause de mes hormones? Thomas soupira, l'air soudain fatigué. Je ne dis pas que tu inventes, mais peut-être que tu interprètes mal les choses. Maman a toujours été comme ça, un peu envahissante parfois, mais elle a bon cœur. Je sentis les larmes couler sur mes joues. Tu ne vois donc rien? Tu ne vois pas comment elle essaie de nous séparer? Il secoua la tête, l'air déçu. Je pense que tu as besoin de te reposer, Marie. Cette grossesse te stresse plus que tu ne le penses. Sur ces mots, il quitta la chambre, me laissant seule avec mes pensées et mes doutes. J'entendis des murmures provenant du couloir, Elisabeth et Thomas parlant à voix basse. Mon cœur se serra en imaginant ce qu'elle pouvait lui dire, comment elle allait encore une fois retourner la situation à son avantage. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Elisabeth, enhardie par le soutien de Thomas, devint plus audacieuse dans ses attaques. Ses commentaires n'étaient plus voilés, mais ouvertement critiques. Et tu sais, Marie, dit-elle un jour alors que je feuilletais un magazine de puériculture, être mère n'est pas donné à tout le monde. C'est un don, une vocation. J'espère que tu es prête pour ce défi. Je serrai les dents, refusant de mordre à l'hameçon. Mais chaque remarque, chaque regard en coin, chaque accident me rongeait de l'intérieur. Je me sentais de plus en plus isolée, prise au piège dans cette maison qui semblait se refermer sur moi. Une nuit, incapable de dormir, je me levai pour aller boire un verre d'eau. En passant devant la chambre d'Elisabeth, j'entendis des murmures. M'approchant doucement, je distinguai sa voix. Mon petit Thomas, murmurait-elle, ne t'inquiète pas, maman est là. Je ne laisserai personne nous séparer. Pas même elle. Pas même ce bébé. Un frisson me parcourut l'échine. Ces mots, prononcés avec une telle possessivité, une telle malveillance, confirmaient toutes mes craintes. Elisabeth n'était pas simplement une belle-mère envahissante. Elle était dangereuse. Le lendemain matin, déterminée à agir, je décidai de parler à Thomas une dernière fois. Je le trouvai dans la cuisine, préparant son café avant de partir pour l'hôpital. Thomas, dis-je, ma voix tremblante mais résolue, nous devons parler. C'est important. Il se tourna vers moi, l'air fatigué. Marie, s'il te plaît, pas encore. J'ai une longue journée devant moi. Non, insistai-je. Et tu dois m'écouter. Ta mère, elle n'est pas celle que tu crois. J'ai peur, Thomas. Peur pour moi, peur pour notre bébé. Il posa sa tasse, me regardant avec un mélange de frustration et d'inquiétude. De quoi parles-tu? Je lui racontai tout. Les commentaires, les accidents, les objets disparus. Et enfin, ce que j'avais entendu la nuit dernière.
Thomas m'écouta en silence, son visage passant par une gamme d'émotions. Quand j'eus fini, il resta silencieux pendant un long moment. « Marie, dit-il finalement, sa voix douce, je sais que cette grossesse est difficile. Je sais que vivre ici n'est pas idéal. Mais tu dois comprendre que ma mère ne ferait jamais rien pour te blesser, ou blesser notre bébé. Elle t'aime, à sa manière. » Je sentis mon cœur se briser. Il ne me croyait toujours pas. « Thomas, suppliai-je, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas paranoïaque. Quelque chose ne va vraiment pas ici. » Il s'approcha de moi, posant ses mains sur mes épaules. « Je te crois quand tu dis que tu as peur. Mais je pense que cette peur vient de toi, pas de ma mère. Peut-être devrions-nous consulter quelqu'un ? Un thérapeute pourrait t'aider à gérer ce stress. » Je reculai, incrédule. « Tu penses que j'ai besoin d'un thérapeute ? Que je suis le problème ? » « Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondit-il, mais son ton suggérait le contraire. » À ce moment, Elisabeth entra dans la cuisine, son visage un masque de préoccupation maternelle. « Tout va bien ici ? » J'ai entendu des voix élevées. Thomas se tourna vers elle, lui offrant un sourire rassurant. « Tout va bien, maman. Marie est juste un peu stressée ces derniers temps. » Elisabeth me regarda, ses yeux brillants d'une lueur que je ne pouvais que qualifier de triomphante. « Oh, ma pauvre chérie. La grossesse peut être si difficile. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer un peu ? Je m'occuperai de tout ici. » Je regardai Thomas, cherchant un signe, n'importe quoi, qui montrerait qu'il comprenait enfin. Mais il se contenta de hocher la tête, approuvant les paroles de sa mère. Vaincue, je quittai la cuisine, sentant le regard d'Elisabeth me suivre. Dans ma chambre, allongée sur le lit, je caressais mon ventre, murmurant des promesses à mon bébé. Des promesses de protection, des promesses d'amour. Mais pour la première fois, je n'étais pas sûre de pouvoir les tenir. Ce jour-là, je compris que j'étais seule dans cette bataille. Seule contre Elisabeth, seule contre les doutes de Thomas, seule contre mes propres peurs grandissantes. Mais une chose était certaine, je ne laisserai rien ni personne faire du mal à mon bébé. Même si cela signifiait affronter seul le monstre qui se cachait derrière le masque bienveillant de ma belle-mère. Le temps s'écoulait lentement dans cette maison qui était devenue ma prison. Chaque jour qui passait me rapprochait de la naissance de mon bébé, mais aussi d'un point de rupture que je sentais inévitable. J'étais maintenant dans mon 8e mois de grossesse, mon ventre rond et lourd, portant en lui tous mes espoirs et mes craintes. Cette nuit-là commença comme tant d'autres, dans une atmosphère lourde de tensions non dites. Thomas était de garde à l'hôpital, me laissant seule avec Elisabeth. Le dîner s'était déroulé dans un silence pesant, entrecoupé seulement par les remarques acerbes de ma belle-mère sur ma façon de manger ou de me tenir. « Tu devrais te tenir plus droite, ma chère, avait-elle dit, ses yeux scrutateurs fixés sur moi. Ce n'est pas bon pour le bébé de comprimer ainsi ton ventre. » J'avais simplement hoché la tête, trop fatiguée pour argumenter. Après le repas, je m'étais retirée dans ma chambre, prétextant une fatigue que je ne ressentais que trop réellement. Allongée sur mon lit, je caressais mon ventre, parlant doucement à mon bébé comme j'en avais pris l'habitude. « Ne t'inquiète pas, mon petit ange, murmurai-je. Maman est là. Je te protégerai toujours, quoi qu'il arrive. » C'est alors que j'entendis un bruit survenant de la pièce voisine, celle que nous avions aménagée en chambre d'enfant. Mon cœur se mit à battre plus fort. Elisabeth était-elle en train de fouiller dans les affaires du bébé ? Encore ? Lentement, je me levai du lit, mon corps lourd et maladroit. Je m'approchai de la porte, l'ouvrant sans bruit. Le couloir était plongé dans l'obscurité, mais une faible lumière filtrait sous la porte de la chambre du bébé. J'hésitai un instant, la main sur la poignée. Une part de moi voulait retourner se coucher, ignorer ce qui se passait de l'autre côté. Mais je savais que je ne pouvais plus fuir. Il était temps d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris la porte. La scène qui s'offrit à mes yeux me glaça le sang. Elisabeth était là, au milieu de la pièce, entourée d'un chaos indescriptible. Les meubles que nous avions soigneusement choisis étaient renversés, les tiroirs de la commode arrachés et leur contenu éparpillé sur le sol.
Les vêtements de bébé que j'avais tendrement pliés et rangés étaient déchirés, leurs morceaux jonchant le sol comme des confettis macabres. Mais le pire, c'était le berceau. Ce berceau que Thomas et moi avions passé des heures à choisir, que nous avions imaginé accueillir notre enfant pour ses premières nuits. Il était en morceaux, les barreaux brisés comme des allumettes, le matelas éventré, son rembourrage formant une neige artificielle sur le parquet. Et au milieu de ce carnage se tenait Elisabeth, un marteau à la main, ses cheveux gris en désordre et ses yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais qualifier que de folie pure. Et Elisabeth, murmurai-je, ma voix à peine audible dans le silence assourdissant de la pièce. Qu'avez-vous fait ? Elle se tourna vers moi, son visage se tordant en un rictus que je ne lui avais jamais vu auparavant. Ce que j'aurais dû faire depuis le début, cracha-t-elle. Détruire cette illusion, cette farce que vous appelez une famille. Je reculai d'un pas, instinctivement protectrice, mes mains se posant sur mon ventre. Pourquoi, demandai-je, les larmes aux yeux. Pourquoi faites-vous cela ? Elisabeth laissa échapper un rire qui me glaça jusqu'aux os. Pourquoi ? Tu oses me demander pourquoi ? Elle fit un pas vers moi, le marteau toujours serré dans sa main. Et tu es arrivé dans nos vies comme un parasite, t'accrochant à mon Thomas, l'éloignant de moi. Et maintenant, tu penses pouvoir le remplacer avec ça ? Elle pointa mon ventre avec dégoût. Je sentis la colère monter en moi, surpassant momentanément ma peur. Thomas est un homme adulte, Elisabeth. Il a le droit d'avoir sa propre vie, sa propre famille. Sa famille, hurla-t-elle. Je suis sa famille. Moi seule. J'ai tout sacrifié pour lui, tout donné. Et toi, qu'as-tu fait ? Tu l'as séduit avec tes sourires et tes promesses vides. Je secouai la tête, incrédule face à tant de haine. Ce n'est pas vrai. Thomas et moi nous aimons. Cet enfant est le fruit de notre amour. Elisabeth s'avança encore, me forçant à reculer dans le couloir. L'amour, cracha-t-elle. Tu ne sais rien de l'amour. L'amour, c'est ce que j'ai pour mon fils. Un amour pur, inconditionnel. Pas cette parodie que tu essaies de créer. Nous étions maintenant en haut des escaliers, Elisabeth me dominant de toute sa hauteur. Je pouvais sentir le vide derrière moi, la descente abrupte qui menait au rez-de-chaussée. Et Elisabeth, dis-je, essayant de garder une voix calme malgré la terreur qui m'envahissait, s'il vous plaît, pensez à ce que vous faites. Pensez à Thomas, à ce qu'il ressentirait s'il vous voyait ainsi. Ses yeux s'assombrirent à la mention de son fils. Thomas comprendra. Il comprendra que j'ai fait ça pour lui, pour nous. Une fois que tu seras parti, tout redeviendra comme avant. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Parti ? Que voulez-vous dire ? Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Oh, ma chère. Les accidents arrivent si vite. Une femme enceinte, fatiguée, qui trébuche dans les escaliers. C'est si tragique, mais si courant. La réalisation de ce qu'elle impliquait me frappa de plein fouet. Je fis un pas en arrière, me rapprochant dangereusement du bord de la première marche. Vous n'oseriez pas, murmurai-je, mais au fond de moi, je savais qu'elle en était capable. Je n'ai pas besoin de cet enfant, siffla-t-elle, ses yeux brillants d'une lueur meurtrière. Je n'ai besoin que de mon Thomas. Tout se passa en un instant. Je vis sa main se lever, le marteau toujours serré dans son poing. Je sentis plus que je ne vis le mouvement vers moi. Mon corps réagit instinctivement, se tordant pour protéger mon ventre, mon précieux fardeau. La poussée fut brutale, inattendue malgré tout. Je sentis mes pieds quitter le sol, mon corps basculer en arrière. Le temps sembla s'arrêter pendant une fraction de seconde. Je vis le visage d'Elisabeth, déformé par la haine et la folie. Je vis le plafond, puis les murs défiler devant mes yeux. Puis la chute commença. Dans ces instants qui semblèrent durer une éternité, une seule pensée occupait mon esprit, protéger mon bébé. Mes bras s'enroulèrent autour de mon ventre, formant une cage protectrice. Je sentis chaque impact, chaque rebond sur les marches dures. La douleur explosa dans tout mon corps, mais je refusais de lâcher prise. Je roulais, tournais, rebondis. Chaque seconde était une agonie, mais je m'accrochais à cette unique pensée, mon bébé, mon enfant, devait survivre. Enfin,
après ce qui me sembla une éternité, je m'immobilisai au bas des escaliers. La douleur était partout, envahissante, aveuglante. Je pouvais à peine respirer, chaque inspiration était un supplice. À travers un brouillard de douleur, j'entendis des pas descendre lentement les escaliers. Élisabeth apparut dans mon champ de vision, me regardant de haut. « C'est fini, dit-elle, sa voix étrangement calme. Thomas sera enfin libéré de ton emprise. » Je voulais crier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Mes mains étaient toujours crispées sur mon ventre, et dans un dernier élan de conscience, je sentis un léger mouvement. Mon bébé était toujours là, toujours vivant. Alors que les ténèbres commençaient à m'envahir, j'entendis un bruit. La porte d'entrée qui s'ouvrait brusquement. Des pas précipités. Une voix que je reconnus immédiatement. « Marie !» cria Thomas, sa voix emplie de panique. « Maman ! Que s'est-il passé ?» J'essayai de tourner la tête, de le voir une dernière fois avant de sombrer dans l'inconscience. La dernière chose que je vis fut son visage, déformé par l'horreur et l'incrédulité, alors qu'il se précipitait vers moi. Puis tout devint noir. Les jours qui ont suivi mon installation des caméras de sécurité ont été remplis d'une tension palpable. Chaque fois qu'Élisabeth entrait dans une pièce, je sentais mon cœur s'accélérer, me demandant si elle avait découvert mon subterfuge. Mais elle semblait n'avoir aucune idée de la surveillance silencieuse qui enregistrait maintenant ses moindres faits et gestes dans les couloirs de la maison. J'avais pris cette décision après une série d'incidents particulièrement troublants. Un soir, alors que je montais les escaliers, j'avais trébuché sur un jouet qui n'était pas là quelques minutes auparavant. Un autre jour, j'avais failli glisser sur une flaque d'eau mystérieusement apparue devant la salle de bain. Ces accidents devenaient trop fréquents pour être de simples coïncidences. C'est Thomas qui m'avait involontairement donné l'idée. Un soir, alors qu'il rentrait tard de l'hôpital, il avait mentionné le nouveau système de sécurité qu'il venait d'installer dans les couloirs du service des urgences. « C'est incroyable », avait-il dit entre deux bouchées de son dîner réchauffé. On peut tout voir en temps réel sur nos téléphones. Ça facilite vraiment la gestion des patients agités. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, l'idée avait germé dans mon esprit. Si je pouvais installer des caméras discrètes, peut-être pourrais-je enfin prouver à Thomas que je n'étais pas paranoïaque, que sa mère représentait un réel danger. Le lendemain, profitant d'une rare sortie d'Élisabeth pour faire des courses, j'avais commandé un petit système de caméras de sécurité sans fil. L'installation avait été plus simple que je ne l'aurais cru. J'avais placé les minuscules appareils dans des endroits stratégiques, au-dessus de la porte de notre chambre, face à l'escalier, et dans le couloir menant à la future chambre du bébé. Pendant les jours qui suivirent, je vérifiais constamment l'application sur mon téléphone, espérant presque capturer Élisabeth en train de commettre un acte répréhensible. Mais elle semblait avoir ralenti ses accidents, comme si elle sentait que quelque chose avait changé. Ce soir-là, le soir de l'incident, j'avais envoyé plusieurs messages à Thomas. L'atmosphère dans la maison était particulièrement lourde. Élisabeth avait été inhabituellement silencieuse toute la journée, me lançant des regards que je ne pouvais qualifier que de meurtriers. « Thomas », avais-je écrit, « j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Peux-tu essayer de rentrer plus tôt ce soir ?» Sa réponse avait tardé à venir, me laissant dans un état d'anxiété croissante. « Je vais voir ce que je peux faire », avait-il finalement répondu. « Essaie de te reposer, chérie. Je suis sûre que tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Et bientôt, Thomas allait le découvrir de la manière la plus brutale qui soit. Alors que j'étais allongée dans notre lit, essayant de trouver un peu de repos, j'avais entendu des bruits venant de la chambre du bébé. Mon cœur s'était mis à battre la chamade. J'avais immédiatement ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone, zoomant sur la caméra du couloir. Ce que j'y vis me glaça le sang. Élisabeth sortait de la chambre du bébé, un marteau à la main. Son visage était déformé par une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, un mélange de rage et de détermination meurtrière. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de taper un message à Thomas. Urgence. Ta mère. Caméra. Regarde. Je ne savais pas s'il verrait le message à temps, mais je n'avais pas le choix. Je devais confronter Élisabeth, essayer de la raisonner, ou au moins gagner du temps jusqu'à ce que de l'aide arrive.
Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire avec une clarté terrifiante. La confrontation dans la chambre du bébé, les accusations folles d'Elisabeth, sa poussée qui m'a fait basculer dans les escaliers. Chaque seconde de cette chute semblait durer une éternité, mon corps entier focalisé sur la protection de mon ventre, de mon précieux bébé. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Thomas avait vu mon message. En fait, il était déjà en route vers la maison, ayant décidé de rentrer plus tôt en raison de mes messages inquiets précédents. Alors qu'il conduisait, il avait ouvert l'application de sécurité sur son téléphone, le posant sur le support de son tableau de bord. Ce qu'il vit le fit accélérer dangereusement, son cœur battant à tout rompre. Il vit sa mère, cette femme qu'il avait élevée, qui avait été son roc pendant tant d'années, pousser délibérément sa femme enceinte dans les escaliers. Il vit la chute, entendit le cri étouffé de douleur. Et il vit sa mère descendre lentement les escaliers, regardant avec une indifférence glaciale le corps immobile de sa belle-fille. Thomas arriva à la maison dans un crissement de pneus. Il bondit hors de sa voiture, son téléphone toujours à la main, composant frénétiquement le numéro des urgences tout en courant vers la porte d'entrée. Lorsqu'il ouvrit la porte, la scène qui l'accueillit était pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. J'étais là, au bas des escaliers, mon corps tordu dans une position peu naturelle. Elisabeth se tenait au-dessus de moi, le marteau toujours à la main. « Maman » cria-t-il, sa voix mêlant horreur et incrédulité. « Que as-tu fait » Elisabeth se tourna vers lui, son visage s'illuminant d'un sourire qui glaça Thomas jusqu'aux os. « Thomas, mon chéri. Tu es rentré tôt. Ne t'inquiète pas, j'ai pris soin de tout. Nous serons de nouveau ensemble, juste toi et moi. » Thomas sentit son monde s'effondrer autour de lui. Cette femme, ce monstre, ne pouvait pas être sa mère. Pas la femme qu'il avait bercée quand il était malade, qui l'avait encouragé à poursuivre ses rêves de devenir médecin. « Les secours arrivent, dit-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Éloigne-toi d'elle, maman. Maintenant. » Elisabeth sembla enfin réaliser la gravité de la situation. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de peur. « Thomas, tu ne comprends pas. Je l'ai fait pour nous. Elle allait nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser faire. » Thomas secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, maman. C'est toi qui ne comprends pas. Marie est ma femme. Cet enfant est mon enfant. Ils sont ma famille. » Il s'approcha de moi, s'agenouillant à mes côtés. Ses mains tremblaient alors qu'il vérifiait mon pouls. Il laissa échapper un soupir de soulagement en sentant un battement faible mais régulier. « Elle est vivante, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa mère. » Puis, se tournant vers Elisabeth, « Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu essayer de tuer ta propre belle-fille et ton petit enfant ?» Elisabeth laissa tomber le marteau, ses yeux s'écarquillant comme si elle réalisait soudain l'horreur de ses actes. « Je ne voulais pas. Thomas, tu dois me croire. Je voulais juste nous protéger. » Mais Thomas ne l'écoutait plus. Toute son attention était focalisée sur moi, sur mon ventre rond qui, miraculeusement, semblait intact. Il posa doucement sa main dessus, espérant sentir un mouvement, n'importe quoi qui indiquerait que le bébé avait survécu à cette terrible chute. C'est à ce moment-là que les sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Thomas sentit un soulagement immense l'envahir. De l'aide arrivait enfin. Les minutes qui suivirent passèrent dans un flou de lumière clignotante et de voix pressées. Les ambulanciers arrivèrent, prenant rapidement le contrôle de la situation. Ils m'examinèrent avec précaution, parlant rapidement entre eux de termes médicaux que même Thomas, dans son état de choc, avait du mal à suivre. La police arriva presque simultanément. Ils prirent la déposition de Thomas, écoutant avec une incrédulité croissante le récit des événements. Quand il mentionna les caméras de sécurité, leurs yeux s'illuminèrent. C'était la preuve dont ils avaient besoin. Elisabeth fut menottée et emmenée, son visage vide de toute émotion. Alors qu'elle passait devant Thomas, elle murmura « Je suis désolée, mon fils. Je t'aime. » Thomas ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Tout son être était concentré sur la civière où les ambulanciers me plaçaient avec précaution. « Monsieur, dit l'un des ambulanciers, votre femme est stable pour le moment, mais nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. »
Le bébé semble aller bien, mais nous devons faire des examens plus approfondis. Thomas hocha la tête, incapable de parler. Il monta dans l'ambulance avec moi, tenant ma main inerte tout au long du trajet vers l'hôpital. Alors que les sirènes hurlaient dans la nuit, Thomas regarda par la fenêtre de l'ambulance. La maison de son enfance, le lieu qu'il avait toujours associé à la sécurité et à l'amour, disparaissait lentement de sa vue. Il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Mais alors qu'il serrait ma main, sentant le léger mouvement de notre bébé sous sa paume, il sentit une lueur d'espoir. Nous avions survécu. Et ensemble, nous surmonterions cela aussi. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit terrifiante où ma vie a basculé. 3 années riches en émotions, en défis, mais aussi en joies inimaginables. Alors que je regarde ma fille, Amélie, jouer dans le jardin, son rire cristallin résonnant dans l'air, il m'est parfois difficile de croire que nous avons survécu à une telle épreuve. Les premiers mois après l'incident ont été les plus difficiles. Je me souviens encore de mon réveil à l'hôpital, désorienté et terrifié. La première chose que j'ai demandé était l'état de mon bébé. Quand les médecins m'ont assuré qu'elle allait bien, que mon corps avait miraculeusement réussi à la protéger pendant la chute, j'ai pleuré de soulagement. Physiquement, j'avais subi plusieurs fractures, 3 côtes cassées, un poignet brisé et une fracture du bassin. Les médecins étaient stupéfaits que mes blessures ne soient pas plus graves, compte tenu de la violence de la chute. Ils ont attribué cela à mon instinct maternel, à la façon dont j'avais enroulé mon corps autour de mon ventre pour protéger mon bébé. La récupération a été longue et douloureuse. Chaque mouvement était un supplice, chaque respiration un défi. Mais à chaque instant, la pensée de ma fille à naître me donnait la force de continuer. Thomas était constamment à mes côtés, jonglant entre ses responsabilités à l'hôpital et ses visites quotidiennes. Je voyais la culpabilité dans ses yeux, la douleur de ce que sa mère avait fait. Nous avons beaucoup parlé pendant ces longues journées à l'hôpital. De notre avenir, de nos peurs, de nos espoirs. Thomas a dû affronter la dure réalité de qui était vraiment sa mère, démêler des années de manipulation et de contrôle. Ce n'était pas facile pour lui, et il y a eu des moments où j'ai craint que notre relation ne survive pas à cette épreuve. Mais l'amour que nous portions à notre enfant à naître nous a maintenus unis. Nous avons décidé de suivre une thérapie de couple, en plus de nos séances individuelles. C'était parfois douloureux, souvent épuisant émotionnellement, mais c'était nécessaire. Nous avons appris à communiquer de manière plus ouverte, à exprimer nos peurs et nos besoins sans crainte de jugement. Le procès d'Elisabeth a eu lieu quelques mois après la naissance d'Amélie. C'était une période extrêmement stressante. Revivre ces moments terrifiants devant un tribunal plein de gens était une épreuve en soi. Mais le plus dur était de voir Elisabeth, assise là, semblant si petite et fragile dans son uniforme de prisonnière. Il était difficile de concilier cette image avec la femme qui avait tenté de nous tuer, mon bébé et moi. L'épreuve était accablante. Les enregistrements des caméras de sécurité ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Le témoignage de Thomas, bien que douloureux, était damnable. Elisabeth a été reconnue coupable de tentative de double homicide et condamnée à une longue peine de prison. Le verdict a apporté un sentiment de soulagement, mais aussi une étrange tristesse. C'était la fin d'un chapitre sombre de nos vies, mais aussi la fin définitive de la famille telle que Thomas l'avait connue. Je me souviens de l'avoir tenu dans mes bras alors qu'il pleurait après l'annonce du verdict, son corps secoué de sanglots pour la mère qu'il avait perdue bien avant ce jour fatidique. La naissance d'Amélie a été un moment de pur bonheur au milieu de tout ce chaos. Quand j'ai entendu son premier cri, quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'ai su que tout ce que nous avions traversé en valait la peine. Elle était parfaite, notre petit miracle. Thomas pleurait en la tenant, promettant encore et encore de toujours nous protéger. Les premiers mois avec Amélie ont été un mélange de joie intense et de peur paralysante. Chaque bruit dans la nuit me faisait sursauter, chaque ombre me semblait menaçante. Thomas et moi avons dû travailler dur pour surmonter nos traumatismes, pour ne pas laisser notre peur affecter notre fille. C'est durant cette période que l'idée du groupe de soutien est née. Un jour, alors que j'étais à une séance de thérapie, j'ai rencontré une autre femme enceinte qui avait subi des violences familiales. En parlant avec elle, j'ai réalisé à quel point notre expérience, aussi horrible soit-elle, pouvait aider d'autres personnes dans des situations similaires.
Avec l'aide de Thomas et de notre thérapeute, nous avons commencé à organiser des réunions. Au début, c'était juste un petit groupe, quelques femmes qui se réunissaient dans notre salon. Mais rapidement, le bouche à oreille a fait son effet. De plus en plus de personnes venaient, pas seulement des femmes enceintes, mais aussi des pères, des frères, des sœurs, tous touchés d'une manière ou d'une autre par la violence familiale pendant la grossesse. Créer ce groupe de soutien a été thérapeutique pour nous aussi. Partager notre histoire, entendre celle des autres, nous a aidés à donner un sens à ce que nous avions vécu. Nous avons appris que notre expérience, aussi unique qu'elle nous semblait, faisait partie d'un schéma plus large de violence familiale souvent ignorée ou minimisée par la société. Au fil du temps, notre groupe est devenu plus qu'un simple lieu de partage. Nous avons commencé à travailler avec des avocats pour offrir des conseils juridiques, avec des psychologues pour fournir un soutien professionnel, et même avec des refuges pour femmes battues pour offrir un hébergement d'urgence. Ce qui avait commencé comme une petite initiative est devenu une véritable association, aidant des centaines de familles chaque année. Voir l'impact positif que nous avions sur la vie des gens a été incroyablement gratifiant. Cela nous a donné un but, une raison de continuer à avancer malgré nos propres difficultés. Chaque fois que nous entendions l'histoire d'une femme qui avait trouvé la force de quitter une situation abusive, ou d'une famille qui avait réussi à se reconstruire après un traumatisme, nous savions que notre propre souffrance n'avait pas été vaine. Thomas, en particulier, a trouvé une nouvelle vocation dans ce travail. En tant que médecin, il a commencé à donner des conférences dans les hôpitaux sur la reconnaissance des signes de violence domestique chez les patientes enceintes. Son expérience personnelle a donné à ses paroles un poids et une authenticité que peu d'autres pouvaient égaler. Aujourd'hui, 3 ans après cette nuit terrible, notre vie est bien différente de ce que nous avions imaginé. Amélie est une petite fille joyeuse et pleine d'énergie, inconsciente du drame qui a entouré sa naissance. Nous avons décidé de déménager, de quitter la ville où tout s'était passé pour un nouveau départ. Notre nouvelle maison est lumineuse et accueillante, remplie des rires d'Amélie et de l'amour que nous partageons. Thomas et moi avons grandi ensemble à travers cette épreuve. Notre relation est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, forgée dans le feu de l'adversité. Nous avons appris à nous faire confiance complètement, à communiquer ouvertement, à nous soutenir mutuellement dans nos moments de doute et de peur. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a encore des nuits où je me réveille en sursaut, revivant la chute dans mes cauchemars. Thomas a parfois des moments de culpabilité écrasante, se demandant s'il aurait pu voir les signes plus tôt, s'il aurait pu empêcher tout cela. Mais nous avons appris à faire face à ces moments ensemble, à les traverser main dans la main. Elisabeth reste une ombre dans nos vies, une présence fantomatique que nous ne pouvons jamais complètement ignorer. Thomas lui rend visite en prison de temps en temps, un processus douloureux mais nécessaire pour sa propre guérison. Ces visites sont toujours suivies de longues conversations entre nous, où nous réaffirmons notre amour et notre engagement l'un envers l'autre. Quand je regarde Amélie jouer dans le jardin, ses boucles blondes brillant au soleil, je suis remplie d'une gratitude incommensurable. Pour sa vie, pour notre survie, pour la force que nous avons trouvée en nous-mêmes et l'un dans l'autre. Notre histoire n'est pas une histoire heureuse dans le sens traditionnel du terme. Mais c'est une histoire de résilience, d'amour et d'espoir. Et alors que je pose ma main sur mon ventre, sentant les premiers mouvements de notre deuxième enfant, je sais que notre histoire est loin d'être terminée. Nous continuons à grandir, à guérir, à aimer. Et surtout, nous continuons à espérer, pour nous-mêmes et pour toutes les familles que nous aidons à travers notre travail. La violence que nous avons vécue ne nous définit pas. C'est notre réponse à cette violence, notre décision de transformer notre douleur en quelque chose de positif, qui nous définit. Et c'est cet héritage que nous espérons transmettre à nos enfants et à tous ceux que nous touchons à travers notre groupe de soutien.